G18P13. Alors, ces initiales n'ont rien à voir avec un célèbre sommet en Suisse ou un quelconque robot de série de science-fiction à succès, mais il s'agit bien pourtant d'un de mes qualificatifs. Alors, je me présente, je m'appelle Caroline, je suis fille, sœur aînée d'une fratrie de 4 enfants, nièce, tante, cousine, belle-sœur, belle-fille, belle-mère, épouse, maman de 13 enfants âgés de 24 à 3 ans et grand-maman de 2 garçons âgés de 4 ans et 2 ans et demi. Alors, ce soir, je vais donc vous parler de la famille que nous avons fondée avec mon mari. Alors, G18P13 signifie simplement que j'ai été enceinte 18 fois et ai accouché 13 fois. Alors, non, je ne suis pas une super maman ni une héroïne pour reprendre des qualificatifs qui m'ont été attribués dans ma présentation. J'ai simplement la chance de suivre le sens que je donne à ma vie, sens qui s'est construit au fil de mes expériences. Autant que je m'en souvienne, j'ai toujours eu le désir d'être maman. Alors, je pensais fonder une famille après 30 ans, terminer mes études, et je me projetais avec 3, voire 4 enfants. Pourtant, à 20 ans, surprise, changement de programme total, je suis enceinte. Alors, c'est un immense bonheur, autant pour moi que pour mon amoureux. On s'est lancé dans cette aventure en pensant innocemment que l'amour pouvait tout, et on s'est très vite rendu compte que l'amour ne peut pas tout, mais qu'il vous donne toutefois la force et la volonté de vous surpasser. Alors, c'est vrai que les super-héros peuvent voler, et moi, j'avais la chance de pouvoir avoir des enfants. J'avais vraiment l'impression d'avoir découvert mon super-pouvoir. Alors, quand on est maman de famille nombreuse, en tout cas dans mon cas, le plus difficile à vivre sont souvent les préjugés. Alors, avec le temps, j'essaie de m'en détacher, mais je vous avoue que ça me blesse encore très souvent. Alors, j'espère donc que le talk de ce soir permettra de dépasser ces a priori, ou du moins quelques-uns, et fera la part belle à un choix de famille différent. Alors, ce soir, je ne vous détaillerai pas ma liste de courses, ne vous parlerai pas de kilos de pâtes, de nombre de lessives, de montagnes de chaussettes égarées, de multiples rendez-vous agendés, ni même de consommation hebdomadaire de papier toilette. Parce que c'est véridique, c'est une question qu'on m'a posée à plusieurs reprises. En fait, je ne vous parlerai rien de tout ça, parce que ça me paraît déjà totalement inintéressant. Je serais bien empruntée pour y répondre, et il y a déjà assez d'émissions de télé-réalité qui se penchent sur la question. Et en préparant la prestation de ce soir, justement, dans mes premiers textes, je me suis rendu compte que j'étais sans arrêt en train de me justifier. C'est parce que je me rappelle encore une émission au sujet d'une famille nombreuse de la région où la maman s'arrêtait avec l'une de ses filles dans un café en attendant que 2 de ses enfants sortent de leur leçon de musique. Alors, sur le forum de l'émission, des commentaires haineux ont immédiatement fusé. Comment cette maman pouvait-elle parler de fin de mois difficile alors qu'elle venait tout de même de commander 2 consommations et en plus, ses enfants jouaient d'un instrument de musique. Alors, autant poser un cadre clair d'entrée de jeu. La vie est faite de choix. Derrière chaque choix, il y a des renoncements. Si certains décident de ne voir qu'un seul côté de la pièce, libre à eux, je ne déballerai non plus pas ma comptabilité. Autre point qu'il me tient à cœur d'éclairer. Alors non, les plus grands n'élèvent pas les plus petits. Alors bien sûr, quand ils mettent la table, ça fait plus d'assiettes. Mais imaginez, lorsque je demande à mes enfants, des plus grands, par exemple, d'attacher les chaussures du plus petit, de l'aider à enfiler sa veste ou de vider le lave-vaisselle, on l'exploite. Mais si vous demandez les mêmes tâches à un enfant d'une fratrie de 2, alors là, vous développez son autonomie. Vous le responsabilisez. Alors, soit dit en passant, si je sors avec mon mari, ce qui est somme toute quand même rare, et qu'on demande à un plus grand de garder les plus petits, on le paye. Nous avons fait un choix ambitieux, les rôles sont clairs, nous sommes les parents, donc nous en assumons les conséquences. Alors tout d'abord, il me paraît aussi important d'insister sur un point évident, mais néanmoins crucial, on ne devient pas maman de famille nombreuse d'un coup. Alors pour ma part, vu que ce n'était pas un but en soi, alors je l'ai plus ressenti dans les remarques extérieures que dans mon quotidien. En fait, comme pour chacun d'entre nous, notre quotidien nous semble la norme. Alors dans mon cas, les quantités augmentent graduellement, la charge de travail également, j'évolue donc au rythme de ma famille. Alors avec le recul, j'ai l'impression qu'aux yeux de la société, c'est lors de ma 6e grossesse qu'on a pris un chemin un peu différent. Alors ces conclusions se basent sur des remarques vécues plutôt que sur un changement de véhicule. Parce que le changement de véhicule, c'est comme le papier toilette, ça revient en boucle. Alors, lorsque notre 3e enfant est né, notre première fille, beaucoup de gens ont été soulagés pour nous. Alors, cela avait vraiment valu la peine d'avoir ce 3e enfant. Puis après, on a eu le 4e, puis là, un garçon.
catastrophe. Hein. Alors même si ma grossesse avait été comprise sous prétexte d'équité entre les sexes, ou même d'une préférence pour les chiffres pairs, ça c'est aussi des notions qui m'échappent, mais qui reviennent, eh ben, à la naissance de ce merveilleux garçon, ma mari et moi, on avait droit à des remarques, genre, bah, quel dommage. Alors là, mon mari répondait toujours, on va en vendre 2, on réfléchit encore lesquels. Puis après, il y a la 5e grossesse. Alors la 5e grossesse, là, vous êtes soupçonné de ne pas comprendre la contraception. Là, il y a même certains qui se permettent d'interpeller nos aînés quant à notre sexualité. Question récurrente, est-ce que ta maman est allergique au latex? Alors là, je remercierai à jamais assez une de mes filles qui a eu la réponse formidable, qui a dit non, je ne crois pas que maman soit allergique au latex. En tout cas, chaque fois qu'elle met une capote sur la tête, elle n'a jamais le front rouge. Voilà, c'est pour ça qu'à la 6e grossesse, j'ai compris que notre choix de vie s'écartait définitivement de la norme. Alors oui, je l'affirme, je le réaffirme ce soir, une femme, avec toute sa capacité de discernement, sans soumission aucune, ni à son mari, ni à une quelconque idéologie, peut avoir envie d'avoir 13 enfants. Donc au début, j'étais totalement débordée avec un bébé. J'avais absolument rien le temps de faire. Quand je voyais une maman avec plusieurs enfants, ça me semblait mais irréel. Comment pouvait-elle s'en sortir? C'était vraiment un truc, j'arrivais pas, ça me dépassait. Mais quand on parle de maternité, puis finalement, quel que soit le nombre d'enfants, il y a une notion centrale qui m'apparaît. C'est l'ambivalence. Parce que comme de nombreuses femmes, moi j'imaginais la maternité comme un moment de bonheur absolu, un moment de grâce. Alors l'ambivalence ne peut donc pas cohabiter avec l'amour inconditionnel. Eh bien j'ai pris l'option de l'acceptation. L'acceptation de tous ces sentiments contradictoires à l'égard de ma famille, de mes enfants, ça éloigne la culpabilité. Alors ça, c'est la théorie, c'est très bien. En pratique, j'ai un petit mantra encore pour renforcer. C'est être une mère imparfaite, ça met beaucoup moins de pression à mes enfants. À leur tour, être des enfants, des ados, puis finalement des adultes pleins d'imperfections, ça ne les rend que plus humains. Mais j'ai également plein de faits concrets auxquels je peux m'accrocher. Il y a les plans d'alimentation, de vaccination, les lieux, les positions de coucher, les horaires de sieste, les méthodes pédagogiques, et j'en passe. Entre l'aîné né en 2000 et le dernier né en 2021, j'ai fait face à une multitude d'injonctions contradictoires. Je me suis rendu compte que même les organismes officiels changent régulièrement d'avis. J'ai plusieurs enfants qui ont moins de 2 ans de différence et qui ne sont même pas vaccinés de la même manière. C'est vous dire s'ils sont sûrs de leur coup. Hein. Et je ne vous parlerai même pas de l'alimentation. Comment voulez-vous que j'ai une chance de faire quoi que ce soit juste? Alors, forte de cette constatation, j'ai décidé de miser sur le bon sens et de me faire confiance. Deuxième option, il reste l'humour, l'autodérision. Ça permet de dédramatiser, de mettre à distance, de relativiser. Une troisième option, et pas la moindre, la café-thérapie ou le café des mamies. Enfin, c'est comme vous voulez. Alors j'espère que vous comprenez cet intitulé volontairement niais, car personnellement, moi, ces nouveaux concepts pseudo-intellectuels ou spirituels ou énergétiques ou thérapeutiques, enfin, hyper égocentrés, pour parler vulgairement, moi, ça m'emmerde. Alors, la café-thérapie, c'est tout simple. En fait, on se retrouve chez les copines, à tour de rôle, avec les enfants, avec un peu de chocolat, autour d'un café, et on peut discuter de tout. On se soutient. Et en plus, les enfants jouent ensemble. Parce que dans une société où le statut professionnel occupe une place tellement prépondérante, il arrive quelquefois, lorsque j'évoque ma qualité de mère au foyer, qu'on me parle au ralenti pour être sûr que je comprenne. Ou bien qu'on me reprenne en me disant « Ah, mère au foyer, oui, mais comme travail, vous faites quoi ?» Puis alors là, franchement, dans mon quotidien, il arrive que par moments, j'oublie que c'est un loisir. Hein. Alors mettez-vous 2 secondes à ma place. Il faut vraiment être forte des fois pour garder confiance en soi, en ses choix, en ses convictions. Mais pour ma part, pour autant, renoncer à une activité professionnelle n'a jamais été perçu comme un sacrifice. Parce qu'élever mes enfants, ça prenait tout son sens. Et pour cela, j'avais besoin de temps, de beaucoup de temps. Alors vraiment, idéalement, j'aurais voulu partager ce temps, ces rôles avec mon mari. Moi, on a fait face à une réalité financière. Donc, on fonctionne en équipe. D'ailleurs, lorsque mon mari a réussi son master, il a déclaré que c'était le diplôme de toute la famille, car chacun y avait contribué à son échelle. Je suis vraiment très fière de lui. Il a défendu son travail 5 jours avant la naissance de notre 10e enfant. Mais si vous aspirez à une famille nombreuse, vous imaginez certainement que l'argent n'est pas le but.
mais il reste malheureusement néanmoins un moyen. Donc la relation que je tisse avec mes enfants, elle se façonne au quotidien. Avec les plus petits, je prépare leur repas, je range une chambre pendant qu'ils en démontent une autre, je joue à la pâte à modeler, je leur dis des histoires, on va se promener à la forêt, lancer des cailloux à la rivière. Avec les plus grands, c'est un moment de conversation privilégié quand je les conduis à l'une ou l'autre de leurs activités. Ça peut être une balade, un jeu, une discussion sur un sujet étudié en classe, un sujet d'actualité, enfin bref, la vie, quoi. Ce qui est très important pour nous, c'est surtout de se retrouver autour d'un repas. Pour ceux qui habitent encore à la maison, et on le vit quotidiennement, même plusieurs fois par jour pour les plus petits, et puis pour toute la famille, ça c'est au moins plusieurs fois par mois. On adore se retrouver autour du repas pour les anniversaires, chacun commande son menu préféré, chacun son gâteau. On a aussi créé des traditions familiales, par exemple à Noël, on met tous les matelas dans le salon, on dort ensemble. Enfin, autrement dit, on ne peut pas se permettre des sorties ou des loisirs vraiment onéreux. Mais je peux vous assurer que pourtant, on a pu se créer des souvenirs formidables, même si les plus grands sont certainement frustrés d'être limités parfois quant au shopping. Car pour moi, c'est vrai que la famille, c'est ça, c'est aussi une mémoire collective, des savoirs, des valeurs où l'on peut venir piocher, choisir ou écarter ce qui nous convient ou non. C'est pourquoi il est tellement important pour nous de partir au moins une fois dans l'année pour se retrouver. Imaginez le nombre de personnes avec lesquelles nous sommes en interaction. Il y a la famille élargie, l'école, les copains-copines de chacun, les clubs de sport, de musique. C'est vital pour nous de prendre le large. Alors, on voyage qu'en Europe, mais ça nous a déjà permis aussi d'expérimenter des regards différents sur les familles nombreuses en fonction des cultures. Alors, le voyage chez nous, ça se passe, en fait, on part sans savoir exactement où l'on va, et on revient quand on n'a plus de sous, quand le budget est atteint. Alors, depuis 4 ans, maintenant, on a une caravane. Avant, on a toujours voyagé avec une tente. Je vais peut-être vous raconter une petite anecdote, en tout cas qui a marqué les plus grands. Ça se passe en 2012. À l'époque, on a 8 enfants. L'aîné a 12 ans, le dernier a 6 semaines. On a une seule tente, 6 places, mais bon, là, ils sont encore petits, donc ça rentre. On se retrouve à la tombée de la nuit à la frontière espagnole, car de nombreux campings nous ont refoulés, parce qu'il y a des campings qui refusent plus de 6 personnes par emplacement. Alors là, un camping nous accepte enfin. On arrive, les enfants ont faim, ils veulent voir la mer. J'ai le petit dernier au sein. Et là, on a oublié les tubes de la tente. Alors bon, on s'engueule, parce que c'est la faute de personne quand même. Voilà, ça prend un peu de temps. Puis, grande respiration, mon mari a la solution. Il s'en va couper des roseaux, se saisit du scotch magique qui nous accompagne dans toutes nos aventures, et c'est réglé. En fait, tout ça pour vous dire qu'une grande famille, enfin en tout cas dans une grande famille, pour gérer tout ça, en fait, de l'adaptation, de la créativité, et puis un esprit d'équipe, ça sauve des situations. Autrement, il reste le dicton de ma famille paternelle, avec de la ficelle et de la politesse, on va partout. Finalement, je pense que la plus grande richesse peut-être de notre famille, c'est sa diversité. Tous les jours, chaque jour, je m'émerveille devant les capacités et les choix si différents de chacun. Alors, quand j'étais enceinte, que mes bébés naissaient, et que les gens n'arrivaient plus à se réjouir pour moi, parce qu'ils ne voyaient plus qu'un groupe, ils ne voyaient plus un individu, ça me peinait énormément. Quelle place alors pour mes 5 fausses couches? Chaque naissance est un événement unique et merveilleux. Chaque rencontre avec chacun de mes bébés m'a bouleversée. Il est absolument impossible d'être blasé. C'est d'ailleurs certainement l'expérience physique de la grossesse, de l'accouchement puis de l'allaitement qui m'a révélé ce super pouvoir. J'ai pris pleinement conscience de la puissance de mon corps. Puis l'attachement si fort qu'on a, mon mari et moi, pour chacun de nos enfants, nous a donné envie d'accueillir de nouvelles vies. On avait cette chance, pourquoi y renoncer? Ça a même resserré nos liens, à tel point que mon mari m'a accouché une fois sur le parking des urgences car un de nos bébés était trop pressé. Alors, bien sûr, à de nombreuses, très nombreuses reprises, même j'ai pensé qu'on pouvait mourir d'épuisement. Il n'y a qu'à imaginer une épidémie de gastroentérite. Mais pour autant, chez nous, il n'y a pas de place pour la lassitude ou l'indifférence. Chaque enfant est un miracle et il est important qu'il puisse manifester sa singularité. Alors, lorsque mes enfants, au vu du nombre, ne sont pas considérés au même titre que d'autres jugés plus précieux, ça me révolte. Enfin, ça, j'ai même pas les mots. Mais pour conclure, je dirais que la famille, même si elle est au cœur de tous les contraires, on y souffre parfois autant qu'on peut y être heureux, eh bien la famille, elle nous façonne. La famille, c'est la chance d'une transmission. Et c'est cette transmission que j'ai voulu mettre
au cœur de ma vie. Alors bien que ce super pouvoir me marginalise, qu'il exige de moi une certaine abnégation, il m'a révélé, il m'a permis de prendre les rênes de ma vie, il m'a renforcé. Mes enfants m'ont fait grandir. Alors, dans ma famille, j'ai appris à peler des kilos de patates en dictant des mots à savoir, à étendre une lessive en téléphonant, à me brosser les dents sur les toilettes, à éteindre la lumière avec les pieds. Mais j'ai surtout appris à prioriser, à apprécier ce que j'ai, à renouer avec l'essentiel, à progresser, à mettre des limites, à saisir les opportunités, à vivre ma vie. Pour moi, il n'y a pas de vie de maman, de vie de femme, de vie avant ou après les enfants. Il y a simplement ma vie. Et la vie est merveilleuse lorsque vous y trouvez du sens. Alors le message que j'aimerais vous faire passer ce soir, c'est oser vous affranchir des stéréotypes pour vivre votre vie. Je vais donc continuer à faire du yoga avec un maillot de foot. Je vous remercie pour votre écoute. Bonne soirée.